Sous les montagnes du sud de l'Iran, creusées dans la roche sédimentaire, et les formations de sel qui s'étendent sur des dizaines de kilomètres, il existe un réseau que l'Iran a passé des décennies à bâtir et des décennies à cacher. Des villes de missiles. C'est ainsi que le corps des gardiens de la révolution islamique, le CGRI, les appelle, et le nom n'est pas exagéré. Dans les tunnels sous l'île de Keshem se trouvent des missiles de croisière anti-navires Nour et Qadir. Des Qadir 381 ayant une portée de plus de 1000 km, des missiles balistiques Qaemun, des systèmes HI-2 Silkworm conçus pour des frappes rapprochées contre des pétroliers et des bateaux télécommandés, des centaines de bateaux. Les navires d'attaque rapide que le CGRI appelle les guêpes rouges, cachés dans des bases navales souterraines construites à 500 mètres de profondeur à l'intérieur de montagnes, côtières et vidées. Selon le Wall Street Journal, plus de 60% de la flotte d'attaque rapide du CGRI serait toujours protégée dans ces bases côtières souterraines, presque impossible à détecter depuis les airs, invisibles aux satellites, à l'abri du radar. Pendant des années, ce réseau a été la police d'assurance ultime de l'Iran, les armes que vous ne pouviez pas détruire parce que vous ne pouviez pas les trouver. La doctrine capable de survivre à n'importe quelle campagne militaire américaine parce que ses actifs les plus critiques restaient sous terre jusqu'au moment où ils étaient nécessaires. Dans la nuit du 7 mai, l'Iran a ouvert les portes et les États-Unis se tenaient juste devant à attendre précisément ce moment. Ce qui s'est produit cette nuit-là, dans le détroit d'Ormuz, n'était pas une bataille, c'était pas une confrontation. C'était un piège d'une telle précision et d'une telle sophistication stratégique que l'Iran y est entré directement, tout en croyant avec une confiance absolue que c'était lui qui préparait l'embuscade. 3 destroyers américains, l'USS Mason, l'USS Truxtun et l'USS Rafael Peralta, des destroyers lance-missiles de classe Harley Burke, les chevaux de bataille de la puissance navale américaine, avançaient lentement dans le détroit d'Ormuz dans le cadre d'une mission d'escorte sous Project Freedom, visible, observable depuis chaque position le long de la côte sud de l'Iran, suivie par chaque radar et chaque plateforme de surveillance du CGRI couvrant les eaux au large de Bandar Abbas et de Keshm. Du point de vue des commandants du CGRI iranien qui observaient ces navires dans leurs viseurs, la situation semblait correspondre exactement à ce qu'ils attendaient. Les Américains ont été divisés avec leurs alliés du Golfe après l'annonce non coordonnée de Project Freedom. L'Arabie Saoudite avait temporairement fermé l'accès à certaines bases, la pression diplomatique crée des frictions dans la position américaine, et voilà que 3 destroyers semblaient exposés, semblaient vulnérables, traversant les eaux étroites que toute la doctrine militaire du CGRI avait été construite pour contester. Le moment que les commandants avaient calculé était arrivé. Ce que les commandants du CGRI ne savaient pas, c'est que les renseignements indiquant leur attaque imminente avaient déjà été reçus, que 5 avions de ravitaillement aérien cassés, un 3-5, avaient décollé des Émirats arabes unis peu avant le début des événements. Que 4 autres avions ravitailleurs étaient déjà dans les airs au-dessus d'Israël et de la Jordanie. Que toute l'architecture de frappe américaine, 3 groupes aéronavals représentant le plus important déploiement de forces navales dans la région depuis la Seconde Guerre mondiale, étaient déjà en position et déjà en attente. Les 3 destroyers n'étaient pas dans le détroit pour être défendus. Ils étaient là pour être attaqués. Parce que la seule façon de trouver ce qui était caché sous terre, c'était de donner à l'Iran une raison de le faire sortir à la surface. Le CGRI a tout activé, des essaims de drones kamikazes, un mélange de missiles balistiques et de missiles de croisière, des bateaux d'attaque rapides armés. Les guêpes rouges sont sortis de leur base navale souterraine et ont pris la mer. Les navires lance-missiles Odar 100, 10 que le CGRI avait dévoilés à Bandar Abbas en février 2025, des bateaux d'attaque rapide capables de tirer des missiles de croisière, ont avancé vers des positions de première ligne. L'ensemble de la doctrine iranienne de déni d'accès maritime a été activé simultanément dans ce que le CGRI croyait être une frappe coordonnée et décisive contre des navires de guerre américains exposés. Les portes des villes de missiles se sont ouvertes et les États-Unis se tenaient juste devant avec des solutions de ciblage déjà calculées. Le système de défense antimissile balistique Aegis sur chaque destroyer américain est une plateforme capable de suivre simultanément des centaines de cibles, d'évaluer les menaces et de lancer des missiles d'interception en quelques secondes.
Au moment où l'attaque a commencé, chaque signature de lancement iranienne a été suivie en temps réel. Chaque vecteur d'attaque a été cartographié. Chaque drone, chaque missile, chaque bateau d'attaque rapide a été identifié, classé et engagé avant de pouvoir atteindre les navires qu'il visait. Aucun navire de guerre américain n'a été touché. Aucun dommage, aucune victime. Dans la description de Trump, des missiles ont été tirés et magnifiquement abattus. Des drones sont arrivés et ont été incinérés dans les airs. Des bateaux ont été envoyés au fond de la mer rapidement et efficacement. Et simultanément, les forces américaines ont exécuté les frappes que l'opération avait été conçue pour rendre possible. Au moment où les armes iraniennes sont sorties de terre, elles ont exposé l'infrastructure de lancement qui était dissimulée derrière des portes fermées depuis des décennies. Les satellites et les systèmes de surveillance ont retracé chaque signature de lancement jusqu'à sa source en temps réel. Avant même que la fumée de l'attaque initiale ne se soit dissipée, les frappes américaines visaient déjà les installations qui venaient d'être révélées. Bandar Abbas, la principale base des forces navales du CGRI, a été frappée de nouveau. Ces installations brûlaient pour la deuxième fois dans ce conflit après les réparations effectuées à la suite de l'opération Epic Fury. Le port de Bostano et les installations navales du CGRI sur l'île de Kachem ont été frappés. Quand le CGRI a ouvert les portes de cette ville de missiles, les États-Unis attendaient exactement cela. Des positions de poste de contrôle naval du CGRI à Minab, des positions de lancement de missiles et de drones à Surk et Bandar Kangan, 6 explosions à Minab en 40 secondes. La côte sud de l'Iran, la région qui abritait ce réseau caché depuis des décennies, a été engloutie par les flammes. L'infrastructure souterraine qui avait survécu à des années de surveillance satellitaire, à des années de collecte de renseignements, à des années de pression américaine, parce qu'elle n'avait jamais été utilisée lorsque les systèmes de ciblage américains observaient, a été exposée au moment de son utilisation et détruite avant de pouvoir retourner sous terre. C'est la conception même de l'opération. Et cette conception révèle quelque chose de fondamental sur les conflits modernes entre grandes puissances que la doctrine militaire iranienne n'avait pas pris en compte. On n'attend pas d'être frappé, on conçoit le coup de manière à forcer l'autre camp à exposer ses armes au moment même où il les utilise, puis on détruit ses armes dès qu'elles émergent. Le piège n'exige pas que l'ennemi fasse une erreur. Il exige seulement que l'ennemi agisse en fonction de ce qu'il croit être une occasion, parce que cette action est en soi l'exposition qui permet la réponse décisive. L'Iran a construit son réseau souterrain précisément pour survivre à des frappes préventives. La logique était que des armes que vous ne pouvez pas trouver, vous ne pouvez pas les détruire. Tant que les villes de missiles restaient fermées, tant que les guêpes rouges demeuraient dans leurs tunnels, tant que l'infrastructure de lancement restait dissimulée, la supériorité militaire américaine ne pouvait pas se traduire par l'élimination de la capacité de l'Iran à menacer le détroit. Cette logique était stratégiquement solide. C'était aussi un piège prêt à se refermer, parce que la même doctrine qui rendait le réseau caché survivable lorsqu'il n'était pas utilisé en faisait une cible qui se révélait elle-même dès qu'il était utilisé. Au moment où les portes s'ouvrent, l'emplacement de tout ce qui se trouve derrière ces portes devient connaissable. Au moment où les bateaux sortent dans l'eau, les tunnels d'où ils proviennent sont exposés. Au moment où les missiles sont lancés, l'infrastructure qui les a lancés est identifiée. Les États-Unis ont conçu une opération qui donnait à l'Iran une raison apparemment irrésistible d'ouvrir les portes. 3 destroyers dans le détroit, à un moment de division apparente entre les États-Unis et leurs alliés du Golfe, le CGRI a calculé une occasion. Ce qu'il avait réellement calculé, c'était l'activation de son propre système de ciblage. Maintenant, il faut comprendre ce qui a été détruit dans les heures suivant cette opération, ce qui ne l'a pas été, et pourquoi cela compte énormément pour la suite. L'infrastructure qui a été frappée était l'infrastructure exposée, les positions de lancement révélées par leur propre utilisation, les installations navales directement liées à l'attaque qui a été exécutée. Cela représente une dégradation importante de la capacité opérationnelle du CGRI dans le détroit. Les bateaux, qui sont sortis de leur tunnel et qui ont été détruits, ne peuvent pas être remplacés rapidement par une force opérant sous l'étranglement économique d'un blocus complet.
Les lanceurs de missiles qui ont été identifiés par leur propre signature de lancement et frappés représentent des années d'investissement dans une capacité de défense côtière dispersée. Mais 60% ou plus de la flotte d'attaque rapide du CGRI serait encore dans ces bases souterraines qui n'ont pas été révélées par l'attaque du 7 mai. Les villes de missiles qui ont gardé leurs portes fermées ne peuvent pas être ciblées avec la même précision que celles qui les ont ouvertes. La doctrine réfutée sur l'eau l'approche d'attaque en essaim, que le système Aegis a complètement défaite sans aucun dommage aux actifs américains, pourrait évoluer vers une autre forme de menace qui ne nécessite pas de sortir de terre selon des schémas d'attaque prévisibles. Le piège a fonctionné, les actifs exposés ont été détruits. Et la capacité dissimulée restante de l'Iran fonctionne maintenant dans un environnement où le précédent est établi. L'utiliser, c'est l'exposer. Cela crée pour les planificateurs militaires iraniens un dilemme stratégique qu'ils ne peuvent pas résoudre par une simple innovation tactique. Le réseau souterrain conserve sa valeur protectrice seulement tant qu'il reste sous terre. Mais rester sous terre signifie ne pas l'utiliser. Ne pas l'utiliser signifie permettre aux destroyers américains de traverser le détroit sous Project Freedom, permettre au blocus de continuer à étouffer l'économie iranienne, permettre à la pression de s'accumuler sans recourir à la seule forme de réponse militaire autour de laquelle la doctrine iranienne a été construite. Utiliser les armes et les exposer à la destruction, ou les garder cachés et accepter les conditions que leur dissimulation était censée empêcher. Chaque jour qui passe sans résolution dans le détroit est un jour où les moyens de renseignement américains analysent les données du 7 mai, cartographient chaque position identifiée et mettent à jour les systèmes de ciblage qui seraient utilisés si l'Iran ouvrait de nouveau les portes. L'avantage informationnel généré par le piège continue de s'accumuler même après l'exécution des premières frappes. La dimension économique de cette situation évolue en parallèle avec la dimension militaire et devient plus aiguë d'heure en heure. L'Iran produit entre 2 et 5 millions de barils de pétrole par jour. Ce pétrole doit être en mouvement constant par des ports comme l'île de Karg et les terminaux d'exportation côtiers. Lorsque les exportations sont bloquées, lorsque le flux s'arrête, le système ne fait pas simplement pause. Il s'encrasse. Les réservoirs de stockage se remplissent et, à pleine production, la capacité de stockage disponible de 40 à 90 millions de barils s'épuise à une vitesse qui crée un échéancier existentiel pour le régime. Lorsque le stockage atteint sa capacité maximale, l'Iran fait face à deux choix, chacun catastrophique à sa manière. Réduire la production signifie des pertes de revenus dépassant des centaines de millions de dollars par jour. Des pertes que le régime ne peut pas soutenir tout en payant simultanément les opérations militaires, les salaires du CGRI, les fonctions du gouvernement civil et les biens importés de base dont une population de 90 millions de personnes a besoin. Continuer à produire dans un système de stockage plein signifie augmenter la pression dans les oléoducs, faire en sorte que les composants lourds du pétrole brut se séparent et adhèrent, créer des blocages et des pertes d'efficacité, et dans certains cas causer des dommages permanents à l'infrastructure des réservoirs qui génèrent les revenus. La stratégie américaine de pression économique maximale par le blocus maritime n'est pas conçue pour causer à l'Iran une douleur temporaire. Elle est conçue pour forcer une décision entre deux formes de dommages permanents à l'infrastructure de survie économique iranienne. Les frappes militaires infligent des dommages qui peuvent potentiellement être réparés. Les dommages aux infrastructures causés par l'arrêt forcé de la production et par les systèmes engorgés infligent des dommages qui ne peuvent pas être réparés au niveau d'avant le blocus, peu importe le temps et l'argent que l'Iran y investit. Les alliés de l'Iran observent la situation avec le calcul que leurs propres intérêts exigent de la distance plutôt que de la solidarité. La réponse de la Chine à l'engagement du 7 mai et au conflit plus large est restée sur la ligne de la préoccupation diplomatique tout en évitant toute action concrète. Appel à la retenue, expression de profonde inquiétude, avertissement sur de dangereuses provocations et aucun mouvement réel dans une direction qui fournirait à l'Iran le soutien financier
militaire ou diplomatique dont il a besoin pour maintenir sa position actuelle. La raison est la même arithmétique qui définit la position de la Chine tout au long de ce conflit. La Chine importe 40% de son pétrole des États arabes du Golfe et 11% de l'Iran. Bloquer ou perturber l'application américaine de l'ouverture du détroit coûterait à la Chine 4 fois plus en approvisionnement du Golfe perturbé que ce que cela lui ferait économiser en approvisionnement iranien protégé. L'intérêt économique de la Chine à garder le détroit ouvert est réel et il l'emporte sur son intérêt dans toute relation avec l'Iran. La position de la Russie est encore plus révélatrice. Moscou condamne les actions militaires américaines dans un langage ferme. Elle fournit une couverture diplomatique à l'Iran aux Nations Unies et elle encaisse discrètement le bénéfice économique des prix du pétrole, dépassant $100 le baril généré par la crise d'Ormuz. La Russie vend ses exportations de pétrole destinées à l'Asie à des prix gonflés par la même crise que son allié a créée. Le soutien diplomatique et l'exploitation économique se déroulent simultanément, et l'exploitation économique exige que la crise se poursuive, tandis que le soutien diplomatique ne coûte rien. Les véritables alliés de l'Iran, ceux qui seraient prêts à entreprendre une action militaire concrète aux côtés de Téhéran dans un conflit ouvert, n'existent pas, la Chine ne le fera pas, la Russie ne le peut pas. Le réseau de mandataires est épuisé, le Hezbollah a subi de lourdes pertes, les Houthis sont usés, les milices chiites en Irak opèrent sous des contraintes qui empêchent le type d'escalade coordonnée qui modifierait réellement l'équilibre militaire. L'Iran est seul d'une manière que ses dirigeants ont passé des décennies à tenter d'éviter. Et les options d'escalade à sa disposition, ainsi que les cartes qu'il menace de jouer, lorsqu'il veut démontrer qu'il conserve un levier sur l'économie mondiale, sont des cartes dont le coût d'utilisation devient plus prohibitif chaque jour. L'oléoduc de Yanbu, le centre de soudage de Fujairah, le détroit de Bab el-Mandeb via le territoire houthi, les câbles sous-marins transportant 97% du trafic Internet du Golfe. Des sources iraniennes ont publié des cartes détaillées, des menaces visant toutes ces cibles, décrivant des scénarios dans lesquels des frappes coordonnées pourraient fermer simultanément 2 points d'étranglement maritime mondiaux, couper les routes d'exportation de secours de l'Arabie Saoudite et plonger les États du Golfe dans l'obscurité numérique. En théorie, cette menace est réelle. Les cibles sont à portée des missiles iraniens. Les Houthis pourraient être activés pour fermer Bab el-Mandeb. Les câbles sont physiquement vulnérables. En pratique, exécuter toutes ces menaces simultanément représenterait une déclaration de guerre ouverte contre l'Arabie Saoudite, les Émirats arabes unis et chaque nation dont l'économie dépend de l'énergie et des communications du Golfe, c'est-à-dire la plupart d'entre elles. Une attaque coordonnée contre toutes ces cibles à la fois éliminerait toute ambiguïté restante quant à savoir si l'Iran opérait à l'intérieur ou à l'extérieur du cadre du cessez-le-feu. Elle unirait chaque État du Golfe, chaque importateur européen d'énergie, chaque économie asiatique dépendante du pétrole du Golfe contre l'Iran, dans une coalition dont le poids économique et militaire combiné ferait paraître la situation actuelle gérable en comparaison. Et l'Iran n'est pas en position de résister à cette coalition. Les commandants du CGRI, qui ont calculé que le moment était venu le 7 mai, croyaient lire correctement une fenêtre de vulnérabilité américaine. Les alliés étaient divisés. Project Freedom était contesté. 3 destroyers semblaient exposés. Le réseau souterrain allait enfin porter le coup que sa conception promettait depuis longtemps. Ce qu'ils ont réellement livré, ce sont les renseignements que le renseignement américain cherchait, les coordonnées de chaque position de lancement utilisée, les signatures opérationnelles de chaque plateforme participante, les schémas tactiques d'une doctrine d'attaque en essaim que le système Aegis a complètement défaite. Les guêpes rouges sorties de leur tunnel reposent au fond du détroit d'Ormuz, l'infrastructure de lancement qui s'est exposée brûle, les villes de missiles qui ont gardé leurs portes fermées sont encore cachées, mais elles opèrent désormais sous un tableau de renseignement américain beaucoup plus précis qu'avant le 7 mai. Pendant ce temps, les contradictions internes du régime iranien continuent de s'aggraver d'une manière que la situation militaire accélère.
Des informations circulant dans les milieux politiques iraniens, confirmées publiquement pour la première fois par un député, ont reconnu que le successeur désigné du guide suprême, Mojtaba Khamenei, avait été blessé dans les premières frappes américaines qui ont ouvert l'opération Epic Fury. Son épouse a été tuée, sa maison a été détruite, il a été projeté au sol par une explosion alors qu'il se trouvait dans un escalier. L'insistance du régime à affirmer qu'il est en parfaite santé, combinée à son absence complète de toute fonction publique depuis des mois, raconte l'histoire que les déclarations officielles sont conçues pour dissimuler. Le régime qui gère cette crise a un successeur potentiel au poste de guide suprême qui pourrait être incapacitated, une faction dure qui contrôle l'armée et refuse de permettre des négociations, une faction modérée qui veut un accord mais qui ne peut pas en produire un sans le consentement de la faction dure. Une économie qui absorbe des dommages permanents plus rapidement que n'importe quel calendrier diplomatique ne peut y répondre. Et une population coupée de l'information mondiale depuis plus de 68 jours, tandis que les prix des biens de base doublent chaque année et que le gouvernement confisque des propriétés sans procès pour financer sa propre survie. Les images circulant sur les réseaux sociaux montrant le président Rouhani apparemment en réunion avec une silhouette en carton à la place du guide suprême, qu'elle soit réelle ou fabriquée, ont généré un débat qui nuit à la perception de cohérence du régime, peu importe leur authenticité. Un gouvernement qui ne peut pas prouver de manière définitive que son président ne rencontre pas une représentation en carton de son guide suprême est un gouvernement dont la crédibilité a atteint un niveau d'affaiblissement que la propagande ne peut pas réparer. Le détroit d'Ormuz mesure 20 et 1 mille à son point le plus étroit, soit 54 km. Et comme l'a noté un analyste, les options de l'Iran sont maintenant aussi étroites que ce détroit et elles se resserrent à chaque heure qui passe. Les destroyers qui ont servi d'appât dans le piège du 7 mai sont toujours sur l'eau. Les groupes aéronavals qui assuraient la surveillance sont toujours en position. Le blocus qui étrangle l'économie iranienne est toujours en vigueur. Les renseignements recueillis en retraçant chaque signature de lancement le 7 mai sont en cours de traitement et d'intégration dans des systèmes de ciblage qui attendent la prochaine fois que les portes s'ouvriront. Et les portes des villes de missiles qui sont restées fermées le 7 mai protègent des armes qui ne peuvent conserver leur valeur stratégique qu'en n'étant jamais utilisées. C'est le piège dans le piège. L'Iran a construit un réseau trop précieux pour être utilisé et trop nécessaire pour être retenu indéfiniment. Chaque jour où il garde les portes fermées, le blocus continue et les dommages économiques s'accumulent. Chaque jour où il les ouvre, il expose ce qu'il a fallu des décennies à cacher. Le CGRI a passé des décennies à construire les villes de missiles souterraines du détroit d'Ormuz. L'infrastructure d'une doctrine qui devait rendre la République islamique invulnérable à la puissance militaire américaine qui l'entoure. Dans la nuit du 7 mai, 3 destroyers américains ont navigué lentement dans ces eaux et ont attendu. L'Iran a ouvert les portes et tout ce qui est sorti de ces tunnels repose maintenant au fond de la mer. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Perspective politique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt